Bonjour, bienvenue au Labo 4, votre rendez-vous mensuel avec la science. Aujourd'hui, nous allons vous parler des ondes gravitationnelles dont vous avez peut-être déjà entendu parler par le projet du télescope Einstein. Bonjour Arnaud. Bonjour Julie, bonjour à toutes et tous. Et nous entrons directement dans le vif du sujet et nous nous rendons sur les hauteurs de Liège, dans les bois du Certillement, rejoindre Fanny qui va nous aider à comprendre ce que sont les ondes gravitationnelles. Bonjour Maxime. Bonjour. On est dans un super endroit parce qu'on va parler aujourd'hui d'un sujet abstrait qu'on va rendre concret, c'est ça en gros. J'espère, oui. Les ondes gravitationnelles, c'est ça qui nous occupe aujourd'hui. C'est quoi une onde gravitationnelle? Alors, une onde gravitationnelle, c'est une vague dans l'espace et dans le temps. Donc, c'est l'espace et le temps, l'espace-temps, qui vibrent. Ça peut arriver par exemple, deux trous noirs qui fusionnent. C'est des masses très élevées qui ont une vitesse proche de la vitesse de la lumière. Et quand ils se tournent l'un autour de l'autre, ils fusionnent. Et donc ils créent des ondes gravitationnelles qui vont faire un effet de déformer l'espace et le temps. Donc changer les dimensions. Ici sur Terre, 1 mètre deviendra 10 mètres et 10 secondes deviendront 1 seconde. J'exagère ici, l'effet est beaucoup plus petit, mais c'est l'effet d'une onde gravitationnelle qui passe ici. Et on pourrait avoir des exemples comme ça dans la vie de tous les jours Oui, donc par exemple on peut utiliser la mare ici en lançant un caillou dedans. On va voir que le caillou, quand il va toucher l'eau, l'eau va avoir des vibrations, des vagues qui vont arriver jusqu'à la rive, jusqu'à nous. Et ça, alors le caillou va représenter les deux trous noirs qui fusionnent. Et la mare, l'eau de la mare va représenter l'espace-temps. Alors dans quelle mesure est-ce qu'elles sont importantes pour la physique, l'astrophysique? J'aime bien cette question-là. En fait, jusqu'à maintenant, dans l'astronomie et l'astrophysique classique, on doit toujours regarder. Donc avec nos télescopes, on regarde vers l'espace pour voir ce qui se passe. Ici maintenant, c'est comme ouvrir un nouveau sens, on peut écouter. Donc le son de ma voix ici, c'est des vibrations aussi dans l'air. Dans l'espace, il n'y a pas d'air, mais c'est l'espace lui-même qui vibre. Donc on peut faire le parallèle. Avant, on pouvait regarder les étoiles, l'univers, maintenant on peut l'écouter. Et comment on les détecte justement, ces ondes? Avec des détecteurs non gravitationnels, ce sont des observatoires ondes gravitationnelles. Il y en a 2 pour le moment aux USA, il y en a un en Italie. Et donc c'est des lasers qui mesurent très précisément les distances entre les 2 bras du détecteur. Donc les détecteurs ont 2 bras de 4 km chacun. On envoie un laser dans les bras qui voyagent 4 km, qui tapent sur un miroir, qui reviennent. Et comme ça, on mesure précisément la distance, la taille des 2 bras. Et si la taille n'est pas exactement la même entre les 2 bras, ça veut dire qu'on a vu une onde gravitationnelle qui est passée. Merci beaucoup Maxime. Et justement, la manière dont on les détecte, ça, c'est ce qui nous attend juste après. Alors avec nous sur le plateau, Valérie Van Grotel. Bonjour. Bonjour. Valérie, vous êtes astrophysicienne et spécialiste des étoiles. Vous développez vos recherches au sein du laboratoire ASTA de l'Université de Liège, justement spécialisé dans l'étude des étoiles. Avec nous, Maxime Failly également. Maxime, que nous venons de voir dans le reportage. Bonjour Maxime. Bonjour. Vous êtes également astrophysicien et vous êtes spécialisé dans l'analyse des données relatives, ça tombe bien, aux ondes gravitationnelles. Et vous dirigez le laboratoire OGRAV qui vient de se mettre sur pied à l'Université de Liège. Oui, c'est ça. La première question s'impose un peu naturellement. Quelle est la différence fondamentale entre la détection d'un côté des ondes gravitationnelles et de l'autre côté des étoiles et des exoplanètes? La plupart de l'astronomie actuelle, c'est la détection de la lumière émise par les objets célestes. Alors historiquement, on a utilisé notre œil. L'être humain qui développe de l'astronomie depuis des millénaires a utilisé notre œil. Et puis depuis quelques centaines d'années, depuis Galilée et puis les grands inventeurs de télescopes, on cherche donc à développer des télescopes, donc des super yeux pour détecter de la lumière qu'on ne verrait pas avec notre œil ou avec une plus grande surface collectrice que notre œil. Mais fondamentalement, c'est de la lumière, c'est-à-dire ce que perçoivent nos yeux. Et puis aussi, on sait observer, notre œil est sensible dans le visible, donc du bleu au rouge. Maintenant, la lumière est beaucoup plus vaste que ça. On a toutes des ondes qui sont
au-delà du rouge, donc les infrarouges et puis les ondes radio. On a des télescopes maintenant qui savent détecter ces lumières-là et interpréter ces lumières-là qui viennent des objets froids, des objets distants dans l'univers, etc. Et puis on a aussi tout ce qui est au-delà du bleu, des ondes plus courtes que le bleu, donc les ultraviolets, notamment ceux qui donnent les coups de soleil, que nos yeux ne seront pas capables de détecter, mais qu'on peut construire des instruments, des détecteurs pour l'astronomie, pour détecter des rayons ultraviolets, mais aussi des rayons X, des rayons plus énergétiques fournis par les étoiles, les objets très chauds de l'univers alors à ce moment-là. Alors depuis quelques décennies, c'est vraiment très récent, c'est même pas quelques décennies, c'est depuis le début des années 2000, on développe des techniques d'observation astronomiques, mais qui ne sont pas basées sur la lumière. Alors on a 3 grands exemples. Alors le premier, c'est les ondes gravitationnelles. On peut étudier également l'univers, certains phénomènes dans l'univers, grâce aux rayons cosmiques. Les rayons cosmiques, ce sont des particules très énergétiques qui remplissent tout l'univers. Un autre messager astronomique assez récent aussi et qui a quelques points communs, je vais dire, avec les ondes gravitationnelles, c'est les neutrinos. Là aussi, c'est une astronomie qui se développe depuis vraiment quelques années. C'est vraiment une petite particule super abondante dans l'univers. À l'heure où on parle, à chaque seconde, il y a 10 000 milliards de neutrinos qui traversent votre corps. À chaque seconde. Et donc ici, on en a parlé Valérie, mais Maxime, les ondes gravitationnelles, finalement, depuis quand est-ce que la communauté scientifique s'intéresse à ces ondes gravitationnelles ? S'intéresser, donc ça a commencé il y a un peu plus de 100 ans maintenant avec Theorie d'Einstein, qui dit que les ondes gravitationnelles doivent exister. Maintenant, il n'était pas sûr vraiment qu'on pouvait les détecter parce que c'est un événement tellement très faible dans ce qu'on peut faire ici, détecter sur Terre, qu'il pensait que ça n'avait aucun intérêt vraiment. Puis, on va dire une quarantaine années après, en 1960 autour de là, on a vu 2 étoiles de pulsars, 2 étoiles qui tournaient autour de l'autre et qui se rapprochaient. Et la façon dont les 2 étoiles se rapprochaient, c'était exactement comme prédit par la relativité générale si les 2 étoiles émettaient des ondes gravitationnelles. Et donc du coup, on a pu dire que la première fois, on a vu des ondes gravitationnelles de façon indirecte ici, alors à l'époque. Prix Nobel, je ne sais plus quelle année. Oui, un prix Nobel en 93. Oui, c'est ça. Hulse Taylor, prix Nobel en 93. Et puis après, on arrive en 2015 avec la première détection directe des ondes gravitationnelles, alors par les détecteurs LIGO-Virgo. Valérie, nous revenons sur vous. Vous avez parfaitement planté, et Maxime également, le décor entre les 2 technologies, pour prendre un terme un peu générique. Mais est-ce qu'il y a des ponts à lancer entre les 2 ? Est-ce que l'un peut vous aider dans vos recherches ? Tout à fait, c'est vraiment en fait le Graal de l'astronomie actuelle, c'est ce qu'on appelle l'astronomie multimessager. C'est-à-dire qu'un phénomène ou un objet en particulier, on va détecter en même temps la lumière qui est émise par cet objet, mais aussi éventuellement les neutrinos qu'il a émis et éventuellement aussi les ondes gravitationnelles qu'il a émis. Typiquement, en 2017, on a eu la fusion de 2 étoiles à neutrons qui a donné lieu à la détection d'ondes gravitationnelles et pour la première fois, on a eu aussi la contrepartie optique. On a eu un sursaut gamma et une contrepartie optique dans d'autres longueurs d'onde. Et c'est ça qu'on a appelé vraiment la naissance de l'astronomie multimessager, c'est-à-dire qu'à la fois, on a détecté de la lumière et des ondes gravitationnelles. Et c'est vraiment 2 types d'informations très différentes et complémentaires qu'on va pouvoir obtenir avec l'observation en visible ou à d'autres longueurs d'onde, mais en lumière de ces étoiles-là et les détections d'ondes gravitationnelles. Donc voilà, on est à l'aube d'une certaine révolution en astronomie. À l'heure actuelle, il y a 3-4 exemples d'astronomie multimessager comme ça, mais on espère que le compte va grandir très vite dans les années à venir. Alors, pour étudier ces ondes gravitationnelles, il faut évidemment des outils. Alors nous allons repartir dans les bois du Sertillement, retrouver Fanny qui va nous amener chez Amos, une spin-off de l'Université de Liège, et puis au Centre spatial de Liège, rencontrer des ingénieurs qui travaillent à la mise au point de ces outils justement. Alors, équipement maximal, puisqu'on est ici au Centre spatial de Liège et d'ici quelques minutes, on va pénétrer dans l'une de leurs salles blanches. Voilà, Christophe, qu'est-ce qu'on a derrière nous? Alors, ce qu'on a derrière nous, c'est un prototype qui permet de développer la technologie pour les futurs détecteurs d'ondes gravitationnelles. Alors,
Petit rappel, un détecteur d'ondes gravitationnelles, qu'est-ce que c'est? C'est un grand interféromètre donc, qui consiste à un faisceau lumineux qui se divise en 2 morceaux et qui vont se refléter sur des miroirs très lointains et qui nous permettent comme ça de mesurer des tout petits déplacements entre des objets très très loin qui reflètent la présence d'ondes gravitationnelles. Alors les ondes gravitationnelles, elles ont déjà été détectées avec des instruments qui existent, mais maintenant on veut poursuivre l'exploration de l'univers au travers des signatures par ondes gravitationnelles qui nous parviennent depuis l'univers lointain. Et comment est-ce qu'on fait ça? Il faut améliorer la stabilité des miroirs. L'idée, c'est apporter plus de stabilité et pourtant on a l'impression que tout est en lévitation en fait. En fait, l'idée, c'est ça, c'est de faire en sorte que le miroir que vous voyez ici, donc qui est l'objet noir, soit virtuellement déconnecté du sol. Le sol bouge avec une amplitude qui est de l'ordre du micron, donc 1000 fois plus petit que le millimètre. Et nous, ce qu'on souhaite, c'est de faire en sorte que le miroir bouge environ 10 milliards de fois moins que le sol. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? On doit monter le miroir sur un jeu de suspension, un peu comme des suspensions de voiture, mais beaucoup plus performantes. Et alors, ce prototype, il est principalement constitué de 2 morceaux. La partie inférieure, c'est ce qu'on appelle une plateforme active. Ça veut dire quoi? C'est une plateforme qui est équipée de capteurs de vibration qui sont extrêmement précis, qui mesurent des quantités qui sont beaucoup plus petites que le micron, et également d'actionneurs. Et les actionneurs vont utiliser l'information des capteurs pour faire en sorte que la plateforme bouge beaucoup moins que le sol. D'accord. Puis alors, monté sur cette plateforme se trouve une autre structure qui est constituée de pendules, de jeux de pendules et de pendules inversées. Ouais. Il y a un design qui est un peu compliqué, qui est assez unique, que vous voyez ici, qui consiste à avoir des suspensions d'extrêmement basse fréquence. Et plus le miroir est suspendu à des pendules de très basse fréquence, plus stable il sera. Voilà, on est ici dans la salle blanche. Pourquoi est-ce qu'on doit s'équiper comme ça? Pour essayer d'éviter d'avoir des particules, des poussières qui viendraient se déposer sur le miroir et perturber les mesures qu'on aimerait bien faire. Alors Lionel, c'est ici que le prototype qu'on vient de voir a été testé en fait. Oui, tout à fait. Il a été testé dans cette cuve-là qui fait 6,50 m de diamètre et donc est environ 4-5 mètres de haut. Et ça a été testé en 2023 et pendant environ 1 mois pour le temps que ça refroidisse. Alors concrètement, c'est quoi la fonctionnalité de cette cuve? Donc la fonctionnalité de cette cuve, c'est d'enlever l'air pour s'affranchir des vibrations de l'air et donc de la climatisation des salles blanches pour essayer de ne pas perturber le miroir et de ses mouvements. D'accord. On va refroidir, c'est ça en fait? On va refroidir le miroir ici dans notre concept sans le toucher à environ moins 250 degrés, donc 20 degrés au-dessus du zéro absolu. D'accord, c'est très froid. C'est froid. Mais justement, quelle est la plus-value, je vais dire, de refroidir aussi? Ah oui. Donc le fait, c'est qu'à chaque température, il y a les atomes qui vibrent d'eux-mêmes juste parce qu'ils ont une température. Et donc plus on est froid, moins ils vibrent et au zéro absolu, il n'y a plus rien qui bouge. Donc on essaie de s'en approcher le plus possible pour ne pas perturber les mesures d'ondes gravitationnelles. On parle de combien d'années de réflexion? Parce que finalement, ce n'est... Voilà. Ici, c'est un projet d'environ 3 ans, entre 2020 et 2023. Dans d'autres pays, est-ce qu'on le fait aussi, on teste aussi des choses? Tout à fait. Donc Einstein, c'est une grande collaboration partout en Europe et même en dehors de l'Europe, où il y a à chaque fois des équipes qui travaillent sur différents morceaux du télescope et différentes technologies qui permettent d'arriver à faire ce télescope. Alors nous ont rejoint en plateau Christophe Colette et Frédéric Nguyen. Christophe Colette, bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieur en aérospatial et directeur du laboratoire de mécatronique de précision de l'Université de Liège. Et vos recherches s'intéressent notamment au contrôle actif des vibrations des capteurs optiques et, ça tombe bien, des détecteurs d'ondes gravitationnelles. Frédéric, bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieur géologue et vos recherches s'intéressent à la géophysique appliquée, l'étude approfondie des sous-sols qui permet de les cartographier et de les modéliser. Tout à fait, bonjour. Alors Christophe, nous avons vu dans le reportage l'élaboration d'un prototype. Donc j'imagine que si vous devez passer à la réalité et installer le télescope Einstein, il va y avoir une série d'étapes particulièrement importantes. Vous pouvez déjà les décrire un peu ? Oui, bien sûr. Donc ce prototype, effectivement, c'est un prototype qui permet de valider certaines idées, certaines technologies dont on a besoin pour le télescope Einstein, mais ce n'est pas un design, ce n'est pas
on ne peut pas directement l'utiliser dans le télescope Einstein, mais ça servira de base pour faire le télescope Einstein. Donc il va y avoir une maturation de la technologie, donc les recherches elles vont continuer à avancer autour de ce prototype pour s'approcher de plus en plus d'un design final qui lui sera réalisé par des entreprises au moment où il y aura des appels d'offres qui vont être lancés pour évidemment concevoir les différentes parties du télescope Einstein. Alors Frédéric, on en parle, on doit enfouir ce télescope et donc j'imagine qu'il faut s'assurer que le lieu soit adéquat. On fait comment en fait pour choisir ? Oui, tout à fait. Donc en fait, il y a différents types de mesures qui sont réalisées. Il y a d'abord effectivement des forages pour simplement explorer le sous-sol et comprendre comment se répartissent en fait les couches géologiques. Ensuite, il y a une phase d'essai où on vient tester la roche suivant différents paramètres. On peut penser aux paramètres mécaniques pour voir si les tunnels finalement vont tenir, quel type ils vont tenir, mais voir quel type de soutènement il faut prévoir. Les paramètres hydrauliques pour voir quel type de quantité d'eau on va avoir. Et puis ensuite, il y a des aspects liés spécifiquement au télescope Einstein qui sont les aspects de vibration. Et là, on doit faire des mesures de vibration pour voir si elles sont au niveau adéquat et puis faire des calculs pour voir si on répond bien aux spécifications du télescope Einstein. Et pourquoi est-ce que l'Université de Liège est plus particulièrement impliquée dans ce télescope ? Il y a une raison régionale ou locale ? Oui, tout à fait. En fait, dans la région ici, donc dans la région Meuse-Rhin, en fait, on a une géologie particulière qui fait qu'on a un facteur d'atténuation assez important entre des mesures de vibration qu'on peut faire à la surface et en profondeur, environ 250 mètres, 300 mètres de profondeur. Alors Christophe, on a vu que l'importance du miroir, l'importance du refroidissement du miroir, est-ce que c'est un processus continu et à quelle température doit-il rester ? Alors le miroir, il est censé rester à une température qui est autour de moins 250 degrés. Pourquoi ? C'est principalement pour éviter toutes sortes de vibrations qui sont liées essentiellement à la température. Donc les miroirs devront être refroidis de manière à pousser encore un peu plus le niveau de stabilité des miroirs. Donc ici, Frédéric, on comprend, on va enfouir ce télescope, on va le refroidir et donc on va faire du carottage un petit peu partout pour voir où peut-on le placer. Est-ce que, par exemple, ce projet de télescope Einstein est assez poussé au niveau des technologies utilisées en ingénierie géologique ? Est-ce qu'on fait des forages comme ça assez souvent, en fait, aussi profonds ? Parce qu'on parle de quelle profondeur ici ? Ici, on parle de 300, peut-être 400 mètres sous terre, quoi. Donc, en fait, il y a souvent des ouvrages qui sont réalisés à une centaine de mètres pour la prise d'eau, par exemple. Si profond, c'est déjà plus rare. Il n'y en a pas beaucoup. Si on regarde une carte, on voit que c'est relativement peu dense. Par contre, je veux dire, les équipements de forage pour aller à cette profondeur-là sont bien connus et maîtrisés, quoi. En plus de ça, évidemment, on ne peut pas forer partout, on ne va pas commencer à créer un gruyère. Donc on couple en fait les forages avec de l'imagerie géophysique, exactement comme l'imagerie médicale, ce qui permet alors de couvrir une étendue beaucoup plus large sans devoir forer. Et donc les relevés qui sont faits ici vont permettre aussi d'améliorer les cartes qui sont déjà connues ? Oui, tout à fait. Donc les relevés qui sont faits ici en fait, vont permettre de densifier les points d'observation de la géologie et donc d'améliorer de manière générale notre connaissance du sous-sol. Bien, on va voir quand même de manière très concrète comment on fait ces forages. Et donc Fanny s'est rendue du côté d'Aubel, où nous allons découvrir comment tout ça se fait. Rendez-vous sur un chantier, on ne l'avait jamais fait. Bonjour Adrien. Bonjour. On est où du coup ici ? Ici on est à Hof, on est sur un des sites de forage du projet du télescope Einstein dans la région Meuse-Rhin. Et donc ici on est en train de réaliser un forage qui va aller à 450 mètres de profondeur. Il y a une tête de forage qui est en diamant, qui va venir abraser la roche et faire une carotte, donc c'est vraiment un cylindre hors de cette roche-là. Descendre progressivement, on descend plus ou moins de 2-3 mètres par heure et une fois qu'on a récolté ces 3 mètres de carottes, on va les remonter à la surface et pour pouvoir les analyser par après et comprendre quel type de roche on a, est-ce qu'elles sont compétentes, est-ce qu'elles sont de qualité suffisante pour accueillir l'infrastructure du télescope. Et une fois le forage finalisé, après,
on va pouvoir équiper le forage avec toute une série de capteurs pour comprendre le comportement général de la zone. C'est ça, ça veut dire qu'ici on est sur un site potentiel qui pourrait accueillir le télescope. On fait des tests pour voir si oui ou non ce serait un site potentiel, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc on a plusieurs volets à prendre en compte pour le télescope. Donc tout d'abord, il faut l'aspect géologique et géotechnique. Donc c'est une infrastructure à construire. Cette infrastructure à construire, il faut que la roche soit suffisamment compétente pour pouvoir accueillir les cavernes et les tunnels. Et puis il y a les volets plus scientifiques derrière. Donc le télescope, c'est un outil qui est extrêmement sensible aux vibrations du sol. Et donc on va devoir vérifier la qualité des vibrations dans le sous-sol en installant ce qu'on appelle un sismomètre. Et il y a aussi tous les aspects hydrogéologiques. À chaque forage, on va faire des mesures de conductivité hydraulique. Et la conductivité hydraulique, c'est la mesure de la facilité avec laquelle l'eau s'écoule dans le sous-sol. C'est ça. Et s'il y a des zones, par exemple, où l'eau s'écoule trop facilement, eh bien, on aura des risques de venue d'eau dans les tunnels, ce qui est à éviter évidemment. Quand vous parlez de tunnel, on est à des centaines de mètres de profondeur. Donc l'infrastructure, l'idée c'est de l'avoir à 250 mètres, 300 mètres de profondeur, grosso modo au niveau de la mer. Ici on est à une altitude de plus ou moins 250 mètres, 300 mètres au-dessus du niveau de la mer. Donc voilà, le forage ici, on va descendre à 450 mètres pour avoir vraiment cette information au niveau de l'infrastructure recherchée. Alors Adrien, qu'est-ce qu'on a ici devant nous? Ici on a une carotte de forage, donc on a 3 mètres d'un forage ici, c'est Aubel, et on a une roche qui est plutôt de bonne qualité, donc c'est ce qu'on recherche pour pouvoir enfouir l'infrastructure du télescope Einstein. Qu'est-ce qui fait que c'est une bonne carotte du coup? Et donc en fait on a toute une série de forages dans la région, et quand on compare les différentes carottes, on a certaines carottes qui sont comme ici, bien compactes. Une roche bien compacte, c'est une roche qui va être facile à travailler pour l'infrastructure. Et en contraste, on a pas mal de forages où on a en surface typiquement une roche qui est beaucoup plus friable et qui ne sera pas adaptée à la construction du télescope. Est-ce que justement, trouver une bonne carotte, c'est quelque chose qui est difficile ou pas? Non, en fait, parce qu'on peut se baser sur les informations qu'on connaît déjà a priori. Donc on a tout ce qui est carte géologique et les forages qui sont préexistants. Et sur base de ça, on a déjà une idée des endroits où on pourra retrouver des roches de bonne qualité. Et on essaye vraiment de favoriser à la profondeur du télescope les grès du Faménien. Parfait. Alors Maxime, en 2016, lors de votre doctorat à l'université de Cardiff, vous avez eu la chance finalement d'assister à la première détection d'une onde gravitationnelle. J'imagine qu'en 10 ans, d'énormes progrès ont été faits. C'était vraiment une super expérience, ça c'est clair. Maintenant, depuis en fait, donc la première détection nous a fait gagner un prix Nobel quelques années après. Depuis, on en a vu plusieurs centaines. Donc on arrive à en voir une prix Nobel et maintenant on en voit plusieurs par semaine et ça devient presque normal. Donc c'est incroyable de voir la différence entre ce que 10 ans peuvent faire dans la science. Alors Maxime, maintenant on parle de détecteurs de 3e génération. Qu'est-ce qu'ils vont permettre que les précédents ne permettaient pas? Je pense au projet LIGO et Virgo notamment. Oui, donc pour le moment on a déjà des détecteurs de 2e génération. C'est avec ceux-là qu'on a découvert les premières ondes gravitationnelles de façon directe. La différence ici, c'est qu'ils vont être à peu près 10 fois plus sensibles. Et 10 fois, c'est déjà pas mal, mais en plus, qu'on pense en volume dans l'espace, c'est 10 au cube. Donc on va pouvoir voir 1000 fois plus d'espace que ce qu'on voit pour le moment. Et 1000 fois plus d'espace, on arrive presque à voir tout l'univers. À peu de choses près, on y arrive, quoi. Et donc ici, on voit, Christophe, dans le cadre, on l'a entendu depuis le début de l'émission, beaucoup de technologies qui ont été développées pour notamment ce projet Einstein et cette détection d'ondes gravitationnelles avec ces télescopes de 3e génération. Concrètement, si le projet du télescope Einstein n'aboutit pas, est-ce qu'on va pouvoir faire autre chose de ces technologies? On parle de dual use, est-ce que vous pourriez un petit peu expliquer? Oui, naturellement. Donc, effectivement, on développe la technologie pour le télescope Einstein, mais cette technologie, elle est développée par les entreprises
et elle permet également aux entreprises de s'ouvrir à des nouveaux marchés ou d'augmenter leur compétitivité sur des marchés sur lesquels elles sont déjà actives. Et donc, toutes ces technologies qui sont développées sont bien sûr transposées dans d'autres domaines d'application. Alors, il y en a énormément. Il y a des domaines qui sont liés, il y a l'informatique quantique dont on parle beaucoup, qui est certainement un grand utilisateur de la technologie qu'on développe pour le télescope Einstein, mais ça va aussi dans le domaine des prothèses dentaires, dans le domaine des implants intraoculaires, dans le domaine de l'imagerie médicale, et ainsi de suite. Donc il y a énormément de domaines qui bénéficient, disons comme ça, des progrès qui sont faits en partenariat avec les entreprises pour le télescope Einstein. Donc tout se créera, rien ne se perdra. Rien ne se jettera, oui. Alors nous arrivons malheureusement déjà au terme de cette émission. Il nous reste à remercier nos intervenants sur le plateau ou dans les reportages. Et quant à nous, nous nous retrouverons le mois prochain pour un autre sujet, toujours sur 4. À bientôt.